Marie-Nicole Lemieux, merci d'avoir accepté notre invitation. Grand plaisir. Vous êtes ici donc pour les représentations de l'Or du Rhin à Oui. l'Opéra Bastille. Oui, je montre parce que Voilà, parce que- on ne voit pas, mais en fait on est dans l'angle de l'Opéra Bastille. Exactement. Et donc demain, il y a encore une nouvelle représentation de l'Or du Rhin Oui. où vous interprétez Erda. On va commencer directement. Pourquoi vous avez accepté ce rôle d'Erda et qu'est-ce que vous aimez dans ce rôle d'Erda? Parce que j'aime Wagner, tout simplement. Parce que dès mes débuts d'études au conservatoire, que j'ai commencé en 94, c'est pas hier. Oui, Wagner a été un coup de cœur immédiat. Et donc, pendant... ce que vous entendez, c'est la personne qui fait son thé. Voilà, on vous explique. Et donc, voilà, c'était vraiment pour moi un compositeur que j'aimais et que je sentais que je pouvais bien servir. Et donc, j'ai été chanceuse parce que, bon, j'ai attendu très longtemps avant qu'on finisse par me proposer des rôles wagnériens. Parce qu'évidemment, j'ai chanté beaucoup de baroque. En fait, le baroque est un accident pour moi. Mais j'ai fait beaucoup de baroque, j'ai fait beaucoup de mélodies, de musique italienne. C'était un accident parce que je n'avais pas du tout l'intention de... Non, parce que je considérais... C'était plutôt Wagner. Mais au départ de ma carrière avec mon professeur de chant, moi, ce qu'on pensait, c'est que j'allais être une wagnérienne. Et le conservatoire, c'était où? Le premier conservatoire, c'était Chicoutimi, avec Rosaire Simard. Et après ça, j'ai été transférée à Montréal avec Marie Daveluy, qui m'a suivi, qui a suivi ma carrière et ma carrière jusqu'en 2021. Donc l'idée d'origine, c'était vraiment de... C'était la... autour de Wagner. Mais je pense qu'il y a beaucoup de chanteurs comme ça, là, on va se le dire. C'est-à-dire qu'au départ, on pense à une carrière, on pense à une direction, mais souvent, la vie vous amène ailleurs. Et c'est ça, il faut respecter ça. L'important, c'est que vous chantez, quand vous chantez bien, puis qu'on continue à travailler la voix, puis en espérant servir tous les compositeurs qu'on chante, mais moi, mon âme était évidemment Verdi. J'aime beaucoup chanter Verdi, je vais le dire. Mais Wagner m'attirait beaucoup. Dès le début. Oui, dès le départ. Et donc ils ont dit, les professeurs, plutôt, plutôt une Wagnerienne. Non, c'était plutôt... voilà, comme je dis, c'était passionné par... Voilà, c'est surtout... j'ai fait du Wagner à Montréal. Il faut dire, bon, pour faire un topo rapide, c'est que ma carrière a commencé en 2000 avec le Reine Elisabeth de Belgique, que j'ai gagné à ma grande surprise. Mais il faut dire aussi donc que dans cette compétition-là, j'ai fait beaucoup de Wagner. J'ai fait des extraits des Wiesenhochlieder. J'ai fait, et en demi-finale, ça c'est drôle parce qu'en même temps, c'était un signe de la vie. On offre, en fait, en demi-finale, on avait un volet opéra, et c'est les juges qui choisissent ce que nous allons interpréter. Donc, on offre et eux choisissent. Et moi, ils avaient choisi quoi? Ils avaient choisi Erda, l'air de l'Or du Rhin. Ensuite, l'Italienne Alger de Rossini. Et voilà. Qui va aussi exactement. Et j'ai fait les deux, je me rappelle, j'avais fait les deux. Donc, voilà, c'était seulement ça. Mais j'étais consciente aussi que j'étais très jeune. J'avais fait une audition en 2001, je me rappelle, à Bayreuth. Oui, j'étais bébé chanteuse. mais les gens là-bas m'avaient dit... Ça, je me rappelle, ils m'avaient dit, ah, on veut vous suivre, on veut vous suivre. Mais évidemment, on ne devient pas une wagnérienne comme ça. Donc voilà, moi je savais très bien que ma carrière est arrivée un peu trop tôt, parce que j'aurais pu me casser la figure. Mais voilà, j'ai une voix qui est rare, contralto lyrique, et c'était une voix qui demandait du temps, de la maturité, voilà. Et donc, en fait, le baroque est arrivé, c'était une bénédiction pour moi. Parce que ça m'a permis de gagner ma vie en chantant des rôles qui sont dans une tessiture plus contralto, c'est-à-dire moins... Donc, ça m'a permis de me développer tout en chantant dans un répertoire plus sécuritaire pour la voix. Oui. Ouais. Et quel répertoire, alors par exemple, quel air du baroque avez-vous le plus retenu, le plus valorisant, le plus agréable? Ce que j'aime le plus chanter, alors c'est très précis. C'est un air, l'air que j'adore chanter, c'est un extrait de Jules César, c'est le rôle titre, et c'est Aure de Perpietà. Précisément. Ça, cet air-là, je sais pas, mais le chanter, c'est comme si je respire.
Et ça dit justement, je veux respirer, ça chante et puis en fait il dit entrer dans mes poumons, air. Et je sais pas, pour moi il y a un souffle dans cet air-là, j'aime ça, chanter cet air-là pour moi c'est toujours un bonheur. Même aussi chanter Che farò senza Euridice de Gluck, extrait d'Orphée, ça pour moi aussi c'est comme un bonheur. Il y a des comme ça, des petits bijoux à chanter. Vivaldi, c'est l'air d'Alcina, Così potessi anch'io. Chanter ça, c'est comme vous avez vu, c'est que des airs lents. Pas très porté. En fait, c'est ça. Et vous continuez à alterner, en fait, c'est ça qui est... Oui, là, j'alterne de moins en moins. C'est-à-dire, j'alterne. Oui, puis quand je l'ai fait, j'ai choisi en fonction du plaisir que j'ai. Mais c'est ça, je me vois encore avoir des douleurs partout au corps parce que les coloratures, pour moi, c'était pas quelque chose de naturel. C'était. Isabelle Laure, c'était pas naturel? Non, 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 je parle du baroque là. Ah, pour le baroque. Non, oui. c'est pas la même chose. Rossini n'est pas le baroque. Hein. Oui, je sais, mais je veux dire au niveau des coloratures. Oui, oui, non, non, c'est pas écrit c'est pas pareil, mais moi je sais que les coloratures de Handel me font, me font souffrir. J'entends que j'ai mal partout parce que je me vois encore le corps, parce qu'il y a quelque chose de très. Ça dépend, il y a des rôles qui ont été composés pour des mezzo où les traits sont plus près de la voix féminine. Mais il y a beaucoup de rôles qui ont été composés pour des contre-ténors à l'époque des castrats. Mais l'écriture est vraiment différente. C'est vrai? Et moi je sens vraiment moi je sens la différence. Ouais. Pour l'art des castrats. Mais ça dépend, il y a des chanteurs eux, qui disent, c'est drôle parce que moi j'ai toujours été plus à l'aise dans les vocalises vivaldiennes. Et d'autres chanteurs disent comment tu fais. C'est drôle, hein? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est comme ça. Et du coup, ça me fait penser que j'ai une amie qui m'a dit tu vas voir Marie-Nicole, demande oui. Quels sont les exercices qu'elle fait, qu'est-ce qui la met plus facilement en voix avant une représentation? Ça, c'est les questions des chanteurs. C'est vrai, mais ça en même temps, c'est ma cuisine personnelle. Ah oui? C'est un secret? Mais il y en a ou pas? Évidemment. Chacun a son truc. En fait. Évidemment. Je vous dirais, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le meilleur ami du chanteur, c'est la vapeur. Ah oui? L'humidité. Bah oui, c'est pas la première fois que j'entends ça. Ça, là, c'est... oh oui, ça, ça, j'ai toujours mon humidificateur personnel qui me suit partout. Ah oui? Et ça me sauve. Si vous saviez, ça, c'est super important. Oui, évidemment, j'ai des exercices physiques. Je travaille les diaphragmes beaucoup tous les jours. Des exercices spécifiques, oui. C'est pas nécessairement du chant, mais c'est des trucs très... oui, c'est des trucs physiques pour les attaques de son, évidemment. Mais non, évidemment, des sons filés, disons, quand par exemple, Erda. Oui, justement. C'est ma cuisine personnelle, mais là, j'en parle. Par exemple, Erda, ce qui est très important pour moi, parce qu'il faut dire que le défi dans Erda, c'est pas la partition, c'est le fait de courir un 100 mètres. C'est-à-dire que c'est comme Usain Bolt. Vous avez, sur un opéra, Usain Bolt, sur un opéra de 2h30, vous attendez et vous avez presque pas 3 minutes. Tout dépend du tempo du chef pour tout donner. Il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas d'excuses, et c'est très demandant mentalement. C'est-à-dire que des fois, des rôles où on est toujours sur scène, c'est somme toute... En fait, je compare à le rôle que j'ai chanté, Frika. Oui, c'est plus facile. Parce qu'on est sur scène, on est là, et il y a des interactions, il y a du dialogue. Tu as le temps de reprendre ton souffle après une ligne, mais là, dans Erda, tu y vas. Puis Erda me semble assez plus grave aussi, non? Ça paraît au public beaucoup plus sépulcral. Oui. En fait, c'est très central. Ah oui? Ouais. C'est la scène qui est plus grave, c'est Erda dans Siegfried. Oui. Là, on va dans le grave. Mais en fait... Et vous le ferez aussi ou pas? Oui, on verra comment on fait. On verra. Mais donc, mon but est de, par exemple, dans la loge, c'est vraiment... j'ai tout maintenant, rituel où vocalement je me prépare et surtout à des exercices pour beaucoup nettoyer les cordes. Pour éviter qu'il y ait un graillon. Parce que ça arrive à tous les chanteurs, on n'y peut rien. Puis moi en plus asthmatique, donc un graillon ça arrive. Et donc là, moi j'aime pas ça quand j'ai 3 minutes et qu'un graillon arrive. Donc, je fais plein d'exercices justement pour adoucir voilà, des sons. Voilà, c'est tout, c'est ce que je fais, je me prépare et puis voilà. Vous êtes plutôt du genre stressé ou pas? Toujours stressé. Toujours.
Toujours. On Ça, dit ça ne toujours veut pas en qu'il- diminuant. On dit toujours qu'il faut toujours un peu de stress, que les gens stressés sont meilleurs. Non, mais là, je vais être bonne en montadie parce que j'arrête pas d'être stressée. Moi, non, ça c'est. Non, c'est une chose avec laquelle je dois vivre. Mais oui, la peur puis la peur aussi, la peur de décevoir. C'est toujours ça. Quand je chante, quand mes amis sont dans la salle ou quand je chante à Paris, ou le pire, c'est quand je chante à Montréal. Ah oui. Ça, c'est horrible. Penser de décevoir les gens qu'on aime, c'est très très difficile pour moi. Puis comme le public parisien, je l'aime beaucoup. C'est vrai? Ouais. Il y a vraiment des grosses différences entre les différents publics des différents Oui, pays le du monde. public parisien, je dois dire, C'est vrai? Puis le français en général, le public français en général, je pense à Orange. Je pense à Orange, Toulouse. c'est pas particulier. Ah oui, mais puis à Toulouse aussi, j'ai oui, mais ici, mais Paris. Et Paris n'est pas comme tout il y a le nord, mais c'est vrai qu'il ne se rapproche du sud, mais c'est, je sais pas, il y a comme, ils m'ont tellement, c'est un public, j'ai tellement vécu de choses ici. Oui, peut-être ça aussi. Voilà. Puis il y a peut-être des différences aussi entre l'Opéra de Paris et le Théâtre des Champs-Élysées, non? Je crois que c'est encore des plus. Je sais pas. Non, c'est la même. Oui, je sais pas, je veux pas commencer à différencier, mais je sais, mais en je tant que suis spectatrice, je ressens pas les mêmes. oui, c'est vrai, mais oui, sur les Champs-Élysées, là, je suis encore plus nerveuse. Ah bon? C'est vrai? Oui, à cause de ça. À cause de tous les événements que j'ai vécus. Puis, oui, c'est toujours très. Voilà, je veux juste être à la hauteur. Donc, ça, c'est très exigeant pour moi de vivre avec ça. Et donc, en fait, quels seraient les grands moments que si vous deviez vous souvenir de quelques grands moments de votre carrière qui vous ont particulièrement marqué? Il y en a beaucoup. Oui, bah oui. Tant Bon, mieux. Oui. Le premier, c'est de gagner Reine-Élisabeth. En 2000, ça a changé ma vie. Et l'autre moment qui a changé ma vie, c'est l'Orlando Furioso en 2003 avec Jean-Christophe Spinozzi. C'était au Théâtre des Champs-Élysées. Et ça a changé ma vie aussi. Parce que ça m'a fait découvrir au public parisien. Ah oui, d'accord. Et c'est par là que je suis entrée dans le baroque. C'était vraiment, voilà, c'est par accident, c'est parce que Jean-Christophe a été assez fou pour penser que je pouvais le faire, ce rôle-là. Il m'a fait confiance, et voilà. Et ça m'a donné des moments incroyables. C'était très, très, très fort. Et puis après, ça a été ma rencontre avec Daniel Egati en 2010, je me rappelle. Parce que il faut dire qu'il y a quelqu'un de très important dans ma vie qui s'appelle Didier de Cotigny, qui a été directeur artistique de l'Orchestre national de France, qui est maintenant à Monaco. C'est quelqu'un qui a toujours cru en moi, comme Michel Franck aussi du Théâtre des Champs-Élysées. C'est des gens très, très importants dans ma carrière. Et lui, donc, il était à l'ONF et il m'avait mis plein de concerts avec Daniel Egati qui venait d'arriver, donc je n'avais pas encore rencontré. Et il m'avait dit, ah, vous allez voir tous les deux, ça va être génial. Et là, donc, je savais que j'avais plein de choses avec lui qui s'en venaient, dont chose, mon premier Requiem de Verdi aux musiques ferrailles. C'était, pour moi, c'était, ça a été un moment, ça a été fort, là. Cette soirée-là, musique ferraille, là, ça a été fort, là. Oui, et donc la rencontre avec lui, là, je me rappelle, il faisait répéter le début de Falstaff pour l'acte 1, et j'attendais de rentrer, et je me rappelle, j'étais comme ça parce que je me disais, si, mais qu'est-ce qu'on va faire? On a plein de choses prévues. Moi, c'était ça. Vous aviez prévu avant même de vous Oui, voilà, exactement, parce qu'il avait dit à Didier, je te fais confiance. Oui. Et donc, la première répétition, pour moi, c'était genre 6. Et finalement... Et heureusement, ça s'est passé. Oui, parce que il avait un bon feeling. Oui, Didier avait raison. Et ça a été, je me rappelle, je me suis coulée dans lui. Et c'est toujours ça, quand je chante avec Daniel Egati, c'est-à-dire que je le laisse prendre contrôle de mon instrument, c'est-à-dire que je fais sa musique. J'adore ça. J'adore ça, faire ça avec des chefs. J'ai fait ça aussi dernièrement avec Maestro Muti, où je l'ai laissé prendre le contrôle de moi complètement. Oui. Et il contrôlait. Je pense qu'on doit pouvoir faire ça avec Muti assez. Oui, mais des fois on laisse faire, mais lui, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est ça comme avec Daniel, mais voilà, il a pris le contrôle, mais justement avec sa grande science de la voix, en fait, je me suis là, je me rappelle, je n'ai regardé que lui, et je me suis calée sur lui. Et là, il l'a vu, et
il m'a fait, même les respirations, il me faisait respirer. J'étais son objet. Mais c'était très grand. Oui, c'est très intéressant parce que ça donnait une interprétation complètement différente. Mais c'était drôle parce que les gens applaudissaient, mais pour moi, ça ne m'appartenait pas. C'était intéressant. Moi, j'avais juste fait version de Mouti. Et donc, les gens venaient me voir. Mais ça se ressent, hein, quand on écoute des enregistrements de Mouti, on ressent, on a vraiment l'impression qu'ils sont dans les mains du chef. Oui, oui. Ça peut être bien, mais des fois aussi, ça peut aussi des fois être contraignant. Là. Parce que c'est ça aussi, parce que des fois, il y a des personnalités qui veulent bouillir ou... C'est ça, c'est beaucoup de bruit sur un trou vert qu'il avait fait. Oh, je sais pas, mais... Les Pitra, avec les Pitra en ténor, il avait fait un enregistrement justement qui avait fait beaucoup de bruit. On sentait l'enregistrement que les chanteurs étaient complètement... oui, ça prend... Oui, mais ça prend... en même temps, ça prend... je pense que je suis contente de l'avoir rencontré que maintenant. Oui. Parce qu'en fait, ça prend beaucoup de métiers pour se laisser habiter de manière sécuritaire. Parce que, par exemple, quand on est une jeune voix, par exemple, un jeune ténor, ou des fois, on peut trop se contraindre vocalement. Et en fait, c'est pas nécessairement bien. Je sais pas si vous comprenez. C'est un peu ce qu'on avait reproché à Karajan vis-à-vis de certains chanteurs. Oui, quand tu contrôles trop des jeunes chanteurs, des fois... Voilà, je connais une chanteuse, par exemple, dont le chef n'arrêtait pas de la contraindre et elle en a perdu la voix. Donc, oui, donc ça... Parce qu'il l'avait... Ben, il l'empêchait de chanter, parce qu'à un moment donné, c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis, j'étais contente de le rencontrer maintenant. Ça a été un beau moment. Et puis donc, les beaux autres moments. Les Chants de la Terre aussi. Les Chants de la Terre, la dernière tournée que j'ai fait avec j'ai fait une tournée européenne avec les siècles. Et ça a été un moment très fort que j'ai rechanté aussi. Ma rencontre avec Kazuki Yamada aussi, le directeur de l'orchestre de Monaco. C'est un musicien d'une finesse. C'est comme si j'avais rencontré aussi un jumeau cosmique de musique. Et puis voilà, la rencontre avec Nozeda aussi, c'était fort. Non, je suis choyée. Puis Daniele Rustioni aussi, ma rencontre avec lui. Non, vraiment, et John Nelson, les Troyens. En fait, c'est le chef, avant tout, qui vous voyez, c'est la musique. C'est la musique. C'est la musique. C'est la musique, c'est les rencontres. Oui. Ouais, c'est ça qui... Oui, en fait, je suis une musicienne. Je suis une musicienne. Et quand on dit les musiciens et les chanteurs, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis une musicienne. C'est parce que c'est ça qui me branche. En fait, j'aime vraiment la musique classique. Et si je chante, j'ai fait ce métier-là, c'est vraiment parce que j'aime ça. Moi, là, quand j'écoutais Traviata, j'avais 10 ans, là, je pleurais ma vie. C'était parce... Et de beauté, là. C'est vraiment... J'aime ça. Ah, c'est l'émotion de... Oui, c'est de l'émotion, c'est beau. Et... Ah, la Traviata. Je veux dire, tiens, Ah oui, mais ça, c'est un peu aigu, hein. Non, je parle des oui, je sais. Non, je parle de passion. En plus de, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme... Mais voilà, ouais, c'est ça. Puis... Vous écoutez de la musique, je veux dire, tout le temps. C'est vrai, parce que je connais plein de chanteurs qui me disent, ah non, moi j'en fais tellement que j'ai pas envie d'écouter ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Moi aussi un peu. Ça m'énerve, je trouve ça un peu... c'est professionnel, mais je chante pas avec ma famille, ou j'écoute pas de musique avec ma famille, ça reste professionnel. Je trouve ça un peu surprenant, parce que soit on n'aime pas. Mais moi, je crois que c'est ce qui fait la différence des fois quand les gens viennent à mes concerts et disent ça nous emporte. Pourquoi ça nous emporte? Parce que je le C'est la passion. Oui, moi je pense que c'est ça. Ça vous est arrivé de chanter des choses qui vraiment passaient pas, qui n'étaient pas... Qui se rendaient compte que ça marchait pas, quoi. Ça arrive, non? Oui, mais c'est tout l'art du chanteur. Oui. C'est de ne jamais vous le dire. Ah oui, c'est ça. On n'est pas obligé d'avoir les détails. Non, mais oui, mais il y a des fois où des affaires que je dis, mais c'est ça, mais moi vraiment. Non, mais du fait de l'œuvre. Ben oui, mais c'est le métier de dire, je fais tout pour que j'aime. Mais c'est ça, j'ai une capacité d'adaptation assez forte. Je pense que c'est une de mes forces. J'ai hérité ça de ma mère. On a une propension au bonheur. Oui. Et non, mais c'est important. Oui. C'est très important parce que on peut être très malheureux dans cette vie. On peut être très, très malheureux si on se concentre sur les aspects difficiles. Donc, au début de la carrière, des fois, j'avais des petits rôles. Je me rappelle d'une œuvre Golgotha de Franck Martin. Oui, non, c'est quand même... c'est quoi? Écoutez, c'est un oratorio de Franck Martin qui dure à peu près 2-3 heures. Mais non, mais moi, c'est très hermétique, mais je me suis tellement investie que quand j'ai chanté mon air, j'étais tellement à fond que
Ça va, tu sais. Mais j'ai oublié un petit peu, là, maintenant, la musique, c'est ça. Mais c'est rare que tu... C'était pas Non, la révélation musicale. j'avais aimé ça. C'était intéressant. on va C'était dire, super c'était intéressant. Non, j'aimerais ça le refaire. Non, ça, c'est pas Pour vrai. revoir, mais c'était quand? C'était, écoutez, c'était à Berlin. Attendez, je pense que c'était en 2006, quelque chose comme ça. Ouais, donc, Ouais. les temps, enfin, Et puis il y avait. Non, non, j'avais aimé ça, tu sais, mais moi. Non, c'est très rare que en fait, je vais vous dire, la seule œuvre que j'aime pas, mais encore là, c'est pas en entier, c'est Manon de Massenet, je supporte pas. ah oui, pourquoi pas. Je n'aime que Ah, fuyez doucement. Ce n'est que cet air-là que j'aime. Et adieu la petite table. Ouais. Le reste, la scène avec Javotte et tout ça, J'aime assez bien le duo aussi Ah, à l'église, c'est rigolo. mais non, mais c'est fou, hein. Moi j'aime bien l'aspect un peu comique Non, ça la m'ennuie. scène de séduction. Ça m'ennuie, là. Comme toute la deuxième Avec partie. Netrebko et Alania, il y a une scène. Des fois je la montre dans mes conférences. C'est vrai. C'est drôle, les gens adorent. Oui, mais c'est ça, mais moi, des Ça fois, passe assez bien ce passage. C'est vrai que sinon il y a. c'est comme la deuxième, excusez-moi, mais le deuxième acte de Cozy Fan Touté. J'aime pas ça, je trouve ça donné. J'arrive pas. J'ai essayé 3 fois, j'arrive pas. C'est drôle. Parlons de ce qu'on aime. Non, mais c'est drôle. J'adore la flûte enchantée. Mais enfin, tu l'aimes. Mais non, mais C'est extraordinaire. Mais vous êtes en train de me dire pourquoi vous me jugez parce que vous dites qu'ils ne l'aiment pas. Ben non, mais attendez, il y en a qui n'aiment pas ça. Non, mais. Je crois pas. J'en connais pas. Hein. C'est vrai, non, c'est tellement joli. La flûte Et puis, enchantée, c'est voilà. dur hein, de trouver des gens qui l'aiment. C'est vrai, vous avez raison. J'adore Puccini. J'adore Puccini, mais tellement. Et un des rôles que j'adore chanter, c'est Suzuki. C'est un second Oui. rôle. Les gens me disent ah, tu fais Suzuki, mais moi j'adore faire Suzuki. J'adore parce que je suis là, c'est ce que j'aime. Là, je suis là et je joue. C'est-à-dire que pendant tout le deuxième acte, Suzuki, elle est toujours là. Elle chante très peu, mais là, là, c'est la comédienne qui doit être là. Ouais. Et ça, là, j'adore. Puis en plus, c'est dramatique à mort. Et la musique est tellement belle. Ça, là, moi, c'est ce qui m'a apporté. Mes premiers coups de cœur, ça a été La Traviata. Ça a été. J'avais pas Carmen. entendu aussi l'enfance du Christ. Ça, c'était la musique. Ça m'avait surprise parce que c'est vrai que peu de personnes parlent de l'enfance du Christ. Ben, C'est merveille. en fait, c'était une erreur. Je vais vous le dire, vous savez tout maintenant. Vous avez ça. Je rétablis les faits. En fait, c'était une pièce de Berlioz qui était sur l'enregistrement de Pavarotti au Holy Night. Et il y avait une erreur d'étiquetage parce que sur mon micro-sion, c'était écrit l'enfance du Christ. Et en fait, pas du tout. Je l'ai retrouvé et c'est le Sanctus de la grande messe solennelle de Berlioz. Mais ça m'a pris. Je l'ai retrouvé, le vrai titre, parce que j'ai travaillé l'enfance du Christ, je devais faire. Et là, mais c'est Et bizarre, je il n'y a trouvais pas pas. de sous. Et en fait, c'était dans les années 85 à peu près, j'avais 10 ans, c'est ça. Et donc, voilà, il y avait une erreur. Et moi, pendant 30 ans, j'ai pensé que c'était ça. Et là, j'ai vu le Sanctus de la grande messe solennelle de Berlioz. Il n'en reste pas moins que pour moi, c'était une ouverture. C'était une ouverture, c'est comme une porte qui s'est ouverte vers quelque chose de plus grand que moi. Et ça m'a... À 10 ans J'avais 10 ans. Et ça a été un coup de cœur total. Berlioz, C'est un monde. C'est un tout monde. un monde, C'est un monde. C'est un monde. Il y en a qui détestent, il y en a qui n'arrivent pas. Moi, je l'aime. Des fois, il y a des choses que je fais. Bon, là, Hector, t'aurais pu. Mais en même temps, En plus, c'est quelqu'un qui est très attachant. Hein. Il suffit Oui, d'avoir lu ses mémoires et exactement. on a envie de lui parler. Il est tellement entier. C'est le premier romantique. Il est avant Wagner. Je veux dire, il était d'une modernité. Et là, c'est génial. Tu sais. Moi, je les aime, ces hommes-là. J'aime Berlioz comme ça. Je vois un amour profond pour Beethoven. Il a fait très peu d'opéra. J'adore Fidelio. Je peux rien chanter, mais c'est pas grave. Je m'assois dans la salle, je me ferme les yeux et je trippe. Mais pour moi, Beethoven, c'est la leçon de sublimer la souffrance pour donner de la beauté. Et ça me tue. C'est comme Mahler aussi. Moi, c'est des compositeurs qui me rentrent dans le cœur. Puis Wagner, je me rappelle la première fois que j'ai entendu. Donc, c'est mon prof conservatoire qui me dit toi, tu vas faire Troïme. Et là, j'écoute ça. Et là, c'est un extrait des Wesendonck. Et là, je m'emporte. Et là, après
c'est quelqu'un qui me fait écouter. Ah, mais tu connais pas Tristan et Isolde? Non. Et là, il me fait écouter ça. Et là, je me rappelle aussi. Ah non, j'avais eu quand même un incursion. Vous savez, des fois, les films, je pense qu'il y a une chose qui est bien, les films qui parlent d'opéra. Ça, c'est très important. Comment, genre Farinelli Comme Farinelli, comme le maître de musique m'a fait connaître ma mère. Oui, pour faire connaître l'opéra, c'est vrai. Et Farinelli fait. Oui, évidemment. Voilà, exactement. Moi, j'aime bien les films d'opéra aussi. Bon, on n'en fait plus maintenant. Non, mais j'aimais bien aussi. Les Jean-Pierre Ponel, c'était exceptionnel. Oui, c'était génial, génial. Et donc, moi, j'avais vu La Tentation de Vénus. C'est vrai. Avec Neil Armstrong. Le comédien, oui. Oui, exactement, qui fait un chef qui vient d'un petit pays de l'Allemagne de l'Est à l'époque et qui dirige Tannhauser. Et ça, c'était la première fois que j'entendais du Wagner. Et je me rappelle, ça, j'étais au secondaire, j'avais acheté un CD avec tous les meilleurs trucs de Wagner. Et donc, c'était vraiment ça. Mais ce que j'avais ressenti, c'est un plaisir physique. Pour moi, Wagner, c'est une musique qui, et quand on chante, c'est pareil. C'est-à-dire que ça rentre dans le corps. C'est pour ça que ça peut même rendre malade certaines personnes. C'est-à-dire il y a des gens qui se sentent mal, enfin, ça crée un malaise physique, notamment en particulier Tristan et Isolde. C'est vrai. À cause des vibrations que ça me fait ressentir. C'est vrai. Et alors il y avait même, je rigole, mais c'est pour la mort d'Isolde, il y a des cantatrices qui disaient qu'elles avaient une sorte d'extase physique en chantant la mort d'Isolde. Ça avait un effet, vraiment, Wagner en particulier, ça a un effet. Mais aussi c'est pour ça que beaucoup de gens que je connais ne supportent pas Wagner physiquement. Parce que cet effet physique, ces vibrations là sur le corps qui sont très particulières. Oui, d'accord. Ok, je trouve ça intéressant de. Parce que j'essaie de mettre. Il y a des gens qui ont vraiment une répulsion je remarque physique. Ok, ça c'est ma psychologie à 5 sous, mais je remarque que les gens qui n'aiment pas Wagner sont des gens très, très, très intellectuels. Oui, en plus. Et des gens souvent qui ont très peur de leur émotion physique. Parce que c'est vrai que, et puis des épanchements trop émotionnels. C'est des gens qui disent, mais non, ces émotions-là, c'est pas. C'est terrible. Bah, ça a été le grand débat même à l'époque de Gluck, oui, sur Orpheurides. Est-ce qu'on doit remuer les tripes ou est-ce qu'on doit avoir une appréciation plus esthétique, abstraite Si vous me posez la question, me poserez-vous la question, Julie? Oui, bah, je crois que je connais la réponse. Ah oui? Qu'est-ce que je vais répondre? Moi, j'ai dit, je veux tout. Je veux du sentiment, mais de l'intelligence aussi. Non, moi, moi, je veux tout. C'est-à-dire que quand c'est trop, mais en même temps, si je privilégie, ça dépend de la musique, mais il faut privilégier, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que si c'est trop parfait, c'est ennuyant. Mais si c'est n'importe quoi, c'est pas mieux non plus. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment, j'aimerais avoir. Il y a un petit côté Meister-Singer aussi, c'est la grande réflexion sur le rapport à la musique qu'on a dans les maîtres chanteurs. Mais c'est vrai, c'est vrai. Instinctif, le génie instinctif, ou est-ce qu'il faut avoir un rapport un peu plus intellectuel? Il faut un mélange des deux. Mais moi en fait. Mais l'opéra c'est toujours un petit peu ça quand même. Oui, c'est juste une question de balance. Mais bon, pour parler de mon parcours, moi, c'est. Je suis pas née dans une famille je suis née dans une famille qui aimait le chant, la musique populaire. Donc moi, c'était le jeu théâtral, la musique, pour moi, c'était instinctif. La voix a toujours été instinctive. Je chante depuis que je suis née. Mais... Et la formation, ça a été... Vous allez dire, oui. Ouais. Donc pour durer, il a fallu apprendre, moi, il a fallu que j'apprenne à dompter la bête. Et donc moi, j'ai appris très vite que... et peut-être aussi parce que j'avais un sentiment, un complexe d'infériorité, parce que je ne suis pas née dans une famille où il y avait de la grande musique, mais j'étais très gourmande de ce monde-là. C'est souvent l'histoire des chanteurs d'opéra. Oui, mais donc voilà, mais moi, ça a été un désir, parce que j'ai un côté intellectuel, un désir de connaissance très fort. Donc, moi, j'ai passé des moments, des heures et des heures dans la bibliothèque à lire, à m'informer sur les compositeurs, à m'informer sur les styles. Donc moi, pour moi, c'est comme c'est le talent brut va continuer, mais il faut une discipline. Il n'y a pas que ça. Mais en même temps, c'est beau parce qu'en même temps, le talent brut, c'est un don qu'on a eu. Et en fait, c'est les gens qui ont ça, c'est terrible parce qu'il y a des gens qui vont faire de la technique toute leur vie et qui veulent acquérir le je ne sais quoi qu'ils n'auront jamais. C'est les becs-messeurs, c'est ça? Oui, non, mais c'est ça. Donc,
c'est beau et Bah, il y a triste aussi à des- la fois. Bah oui. Donc moi je pense que ma professeure Marie Daveluy, moi en tout cas elle m'a mis ça dans la tête très tôt. Elle m'a dit t'es né avec un grand talent, donc je vais te demander 2 fois plus de travail que tous les autres élèves. Je leur dis pas, mais toi si t'arrives je te demande 2 fois plus et je vais baisser tes notes parce que si t'es pas en excellence, t'auras pas la note. Parce que c'est une responsabilité. Elle m'a dit c'est une responsabilité. T'as un don. Envers le monde. Oui, c'est ça. oui, et de ne pas le gaspiller et de bien. Et moi, ça m'est resté très fort. Donc, c'est pour ça que le stress est toujours là. Oui. Parce que je tiens rien pour acquis et je me dois en respect au public. Et à ceux qui paient les places quelquefois très cher. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Donc, Et à ce propos-là, du coup, comment ça se passe avec les metteurs en scène? moi, ça Quelle se passe relation toujours bien. vous avez? Moi, ça se passe toujours bien. Bien. Non, j'ai jamais eu une mauvaise expérience. Non. La seule mauvaise expérience que j'ai eue, c'était avec une assistante metteur en scène. Et j'ai jamais revu d'ailleurs sur le marché. Je sais pas ce que je lui, je pense que je lui donnais le miroir de quelque chose qu'elle n'aimait pas parce qu'elle ne me regardait jamais dans les yeux quand elle me regardait jamais. C'était la seule fois, mais c'était pas elle le metteur en scène. Le metteur en scène, il m'adorait. Donc c'est assez intéressant. Et non, parce que moi j'arrive, je suis très ouverte, donc j'ai des qualités de comédienne, très acteur studio, on va se le dire. Oui. Mais oui, et j'aime être sur la scène, j'aime jouer, et je suis pas fermée, pas du tout. Non, si on me vend des choses, moi je donne. Et souvent c'est les metteurs en scène qui disent ok, là, tu peux moins donner. Non, Parce que j'ai vrai que j'ai quand même des expériences de mise en scène que moi j'ai vues où j'avais plutôt l'impression que la mise en scène empêchait vraiment les chanteurs de faire passer l'émotion qu'ils auraient pu faire passer. Ça arrive. Je le sais. Ce respect du public que vous avez, oui. Peut-être que eux ne l'ont pas forcément. Non, pour le public payant. Ça, je suis d'accord quand je suis dans la salle. Mais je suis d'accord avec vous. Ah oui, c'est pas la même expérience évidemment. Exactement. Quand on est sur scène. Je suis d'accord. Mais j'ai quand même eu des fois l'impression que certains chanteurs n'étaient pas à l'aise avec, que ça les empêchait de véritablement s'exprimer. Écoutez, ça arrive. Ça dépend des spectacles, ça dépend des personnalités. Ça arrive, mais je pense que c'est dans un. Il faut que ce soit un dialogue. Mais c'est vrai que des fois, j'ai toujours l'impression justement qu'ils font pas ce travail d'étude, de réflexion. Pas tout le monde. Il y en a, oui. Il y en a. Par exemple, Calixto, sur l'heure du Rhin, il nous a toujours dit je veux ça, mais tu te débrouilles pour être bien. Non. Tu te débrouilles pour être bien pour chanter. Il dit, si ça va pas, il nous l'a dit en partant, je veux que vous ayez du plaisir sur scène. Et il a dit, ça m'a très parce que tu sais, bon, je ne connaissais pas, j'avais entendu des choses. Et puis en fait, première répétition, il disait, je veux ça, mais attention, il faut que tu sois capable de chanter. Si t'es pas bien, tu me le dis, tu peux aménager. J'ai l'impression que le Wotan avec son collier était très à l'aise sur scène. Pas du tout. Ah bon? En fait, c'était le jeu. Ouais. Mais il joue qui n'est pas à l'aise. Ça faisait bizarre. Non, ça c'est vraiment votre perception parce que pas du tout. Il faut dire qu'il arrive. Quand je l'ai vu, il chantait pas. Ah, ben c'est le mot qu'il a fait. Vous étiez là. Ah, bah oui. Non, j'avais pitié pour lui, mais c'était horrible. Écoutez, parce que moi j'ai vu en répétition. Non, pas du tout. Justement, Yann, c'est dommage parce que il est en forme, mais c'est un super acteur, mais il était investi là. Mais on voit bien. Ah oui, non, puis le collier, ça ne dérangeait pas du tout. Il a fait plein d'essais. Non, mais par contre, je pense que le rapport au spectateur, lui, était gênant. Le spectateur, c'était gênant. Non, mais là, je pense que vous avez plus vu le fait qu'il était mal à l'aise avec la voix, mais c'était le jeu d'être mal à l'aise avec le. Tu sais, des fois, il faut. Oui, c'est ça. Il joue trop bien, peut-être. Peut-être. Des fois aussi, on projette nos. Tu sais, en tant que spectateur, des fois, c'est ça, on projette. Des fois, les gens disent des choses. Vous étiez où? C'est ça qui était. Mais en même temps, c'est bien. C'est ça la vie. Ouais. C'est-à-dire que chacun arrive avec son bagage. Vous avez votre propre opinion. Faites, je te sentais mal à l'aise, puis en fait, pas du tout, il n'était pas mal à l'aise, mais il jouait mal à l'aise. Oui. Donc, c'est assez intéressant, tu sais, parce que c'est ça, vous vous attendez à quelque chose, puis. Mais en même temps, c'est bien ça. C'est bien, tu sais, parce qu'on. C'est jamais là où on attend, des fois, tu sais. C'est. Des fois, ils me disaient, des fois, il y a des vous étiez dans une position, on était triste, puis je dis, non. C'est drôle, hein? On
a toujours un peu pitié pour les chanteurs. Oui, c'est vrai. Moi, ce qui me fait toujours pitié, c'est quand la mise en scène empêche d'apprécier l'œuvre. Ce qui me dérangeait, par exemple, personnellement, c'est par exemple, il y avait une mise en scène où la chanteuse devait danser une danse hystérique. Et là, je voyais qu'elle était à bout de souffle. Et là, je me disais, tu sais, là, j'aurais, tu sais, mais en même temps, tu sais, mon réflexe en tant que collègue, puis que je me dis, OK, donc là, si je travaille avec ce metteur en scène-là, je vais me mettre super en forme parce que peut-être ça fait partie aussi du métier, de se tenir vraiment en forme. Mais c'est vrai que c'est des, comment je pourrais dire, c'est des notions de théâtre et de conditions physiques que quand j'ai commencé, on n'était pas là-dedans. Quand j'ai commencé. Ça a beaucoup changé? Mais en tout cas, au Québec, les mises en scène étaient très pépères. Donc ça, je l'ai appris en étant ici en Europe, mais maintenant, ça fait partie du jeu. C'est vrai. Tu sais, il y a tellement eu, maintenant, on le sait en tant que chanteur qu'on doit s'attendre à danser quelquefois. Mais moi, j'aime ça. Parce que, bon, moi, on le voit bien même dans les versions concert. Ah, oui, moi, oui, non, mais c'est ça. Moi, j'aime le jeu, mais c'est ça. Il faut toujours garder la balance entre justement c'est vrai de délivrer. Mais c'est vrai que par exemple dans du bel canto, c'est toujours plus compliqué. Là, mais on dirait que Wagner, pour avoir fait Frican, parce que là, et pour avoir côtoyé aussi mes collègues, c'est la beauté de l'œuvre. Le chant est tellement dans le corps que oui, on peut se permettre beaucoup de choses, oui, parce que c'est tellement dans le dialogue, c'est un peu comme justement Péléas et Mélisande, comme Debussy, c'est tellement près de la parole qu'il y a une liberté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, même chose aussi avec... il y a des types d'opéra où on peut se permettre ça, le vérisme permet ça aussi. Oui, tandis que le bel canto, c'est vrai que... Voilà. Même le baroque, je ne pense pas non plus. Ah bah non, le baroque, il y a des affaires qui sont... Non, les mises en scène sont complètement... des fois... Moi, en baroque, j'ai fait de grands écarts. Oui, mais à la rigueur, c'est baroque. Oui, non, là, c'est exalté. Non, c'est pas... Là, je pense que votre point, c'est pour le bel canto. C'est très compliqué. Quand on a des opéras où on sait qu'on doit avoir par exemple, Normand, tout ce qui est, justement, Rossini, tout ce qui est les grands Verdi aussi. Parce que oui, il y a la ligne. Oui, il y a la ligne. Et là, c'est vrai que ça serait bien que les metteurs en scène connaissent un peu plus l'œuvre, plus les chanteurs. Mais c'est à double tranchant. Parce que maintenant, j'ai déjà fait, par exemple, une mise en scène, je me rappelle de Bel Canto, et le metteur en scène respectait absolument la musique. Même chose aussi quand j'ai fait un trou ouvert, où justement il nous disait non, posez-vous, regardez, la musique est belle, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Ah ben, le public disait ouais, je passe pas grand chose dans la mise en scène. Finalement, c'est parce qu'il y a ça. Les gens, des fois, ils sont tellement habitués à ce qu'il y a plein de choses qu'ils disent ben, il se passe rien. Puis des fois, ils disent mais vous n'avez pas écouté ce qu'on était en train de faire. Mais en même temps, tout est dans le bel canto, tout est dans la voix. Mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais je me rappelle que les critiques disaient qu'il ne se passait rien dans la mise en scène et que c'était ennuyant. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça que je vous dis, je comprends des fois le metteur en scène. Le bel canto, tout passe par la voix. D'ailleurs, Callas, s'il a fait sa carrière, c'était en disque avant tout, avant la mise en scène, c'était. Elle jouait à travers son interprétation, ses interprétations vocales. C'est un peu le but du bel canto. Après, pour le vérisme, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Même Verdi. Mais je suis d'accord. Comment il harcelait, c'est déjà, même à l'époque, il harcelait ses chanteurs. Ah oui, il voulait du théâtre. Oui, non, ça, quand je chante Verdi, c'est ça qui est le fun parce que on voit ses intonations, puis je me sens pas mal de chanter Verdi parce que justement, je sais qu'il aurait apprécié mon coup d'actrice, surtout dans Falstaff. Mais pour revenir au bel canto, en fait, je crois que quand on aime ça, il faudrait ça c'est sûr, il faut en parler beaucoup, démystifier aux gens. Parce que ça fait peur. En fait, la beauté du chant, pour la beauté du chant, ça peut paraître... il y a des gens qui adorent, puis il y a des gens qui moi ça m'a pris beaucoup de temps à aimer les opéras de bel canto. Mais même le bel canto baroque, l'Ars et Castra, c'était aussi ça. Oui, il y avait de l'ornementation. Oui, mais il y avait aussi les le baroque a toujours la notion de danse. Non, je vous le dis. Non, je vous le dis. Non. Le baroque, il y a toujours une notion de rythmique et de danse. Et dans les airs de Castra, il y a toujours une espèce de rythme. Il faut que ça... Oui. C'est pas on ne peut pas danser sur du bel canto. Il y a des arrêts. Le baroque, il
Voilà. Oui, il y a... Voilà, exactement. Il y a une notion de danse, de rythme et d'espèce de... Il y a un côté pop. Pour moi, le baroque, il y a un côté pop. Et après ça, il y a eu la période classique où là, tout était cadré. Comme disait mon prof qui m'avait enseigné le classique, tu as une cage dorée, mais tu as une cage. Mais tu peux l'habiter tout l'espace que tu veux, mais tu as une cage. Donc, et le bel canto, ça a été la libération. Je pense pas que c'était l'apogée de la voix pour la voix, de la musique pour la musique. Et c'est très... En fait, moi, j'ai commencé à aimer le bel canto quand j'en ai fait. Parce que ça m'a appris à ouvrir la voix. Je me suis dit, mais quel bonheur! Mais j'aimais pas ça. Je trouve ça... J'aimais pas ça, moi, comme dans la salle, parce que je trouvais justement qu'il se passait rien. Mais pas avec tout le monde. Bien sûr. Comme, voilà, c'est spécial. En fait, le bel canto, ça ne fonctionne qu'avec les... Et en fait, il faut avoir une présence innée, comme justement comme la Calas avait, comme Maria Davia. C'est ça, c'est une présence dans le son qui fait qu'on boit comme Pavarotti avait aussi. Oui. Cette espèce de don de la voix qu'il avait. Puis le legato, tout ça, mais voilà, c'est comme Marilyn Monroe aussi, c'était une grande belle cantiste. Bah, ça a été une des... oui, donc voilà, mais c'est ça, mais quand c'est comme pour moi, c'est comme si c'était passé de mode un peu, ça dépend, vous savez, comme Brahms dans les années 60, on ne jurait que par Brahms, puis on n'en entend presque plus. Mais c'est ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a le bel canto, c'est vrai, je ne sais pas si c'est une question de mode ou de chanteur. Et je pense, mais non, c'est une question de mode, puis aussi l'affaire, c'est que tout le monde a son opinion sur le bel canto. Et en fait, il n'y a pas un chanteur qui fait l'unanimité. C'est-à-dire que quand j'en fais, la moitié dit oui, la moitié dit non. Et donc, oui. Donc vraiment, pour moi, c'est quelque chose que je pense que les gens ont peut-être trop mis au nu, ils ont porté au nu. Et puis aussi, des fois, ils oublient aussi que, par exemple, pour la Calas, c'est qu'on porte au nu, oui, elle a eu que 10 ans de carrière. Donc, si c'était bien chanté, je ne suis pas sûre. On aurait pas eu plus de 10 ans de carrière, de 1. Mais c'est une grande musicienne. Mais elle a commencé tôt aussi. Hein. Oui, mais attendez, c'est une grande musicienne, mais elle pouvait passer un mois à enregistrer un disque, elle. Comment? C'est un mois les sessions. Ah oui! Ouais, mais non, mais ça, il faut que les gens le sachent. Là. Et quand on dit, les grands enregistrements, mais eux, ils pouvaient passer un mois, OK? Ils pouvaient enregistrer une ligne par jour parce que c'était la ligne où ils étaient en forme. Nous, aujourd'hui, quand on a 4 jours, c'est un luxe. Mettez-vous ça dans la tête. Prise, là, à peu près. Bien, on fait ce qu'on peut. Non, mais on fait ce qu'on peut. Donc, tu sais, il faut dire là, que vraiment, là, c'est très... Faites attention avant de juger les chanteurs d'aujourd'hui par rapport aux chanteurs des années 60 et 70. Ils avaient des conditions de voyage différentes. Tous les chanteurs étaient en première classe. Maintenant, c'est fini. Moi, je vous le dis, là. On compte sur les doigts des mains les chanteurs qui ont droit à des billets première classe. OK? Parce que c'est quand même les salles qui payent, généralement. Ils payent plus, ils payent plus. Non, ils payaient plus. Non, mais maintenant, avant ils payaient, mais maintenant c'est genre ils me donnent le cachet, puis arrangez-vous. Oui, c'est ça. Non. Donc, vous savez, là, soyez très indulgents avec vos chanteurs d'aujourd'hui, je trouve. Des fois, on va dire, oui, mais moi j'ai entendu qu'elle. Attendez. Il y a un petit peu, c'est marrant parce qu'il y a un petit peu chez les amateurs d'opéra, il y a un peu les deux. Il y a ceux qui ne jurent que par les chanteurs d'aujourd'hui. Et puis tu as ceux qui disent, de toute façon, rien de vous, Calas le 12 mai 1957. Ça m'énerve, oui, c'est ça. Donc ça m'énerve parce que voilà, les chanteurs d'aujourd'hui sont tellement plus solides que ceux d'avant. Je veux dire, c'est vrai? Ben voyons, c'est vrai. On fait des choses comme ça dans des temps de répétition mais minimes. Quand un chanteur venait dans un opéra, par exemple à Paris, ou il faisait une saison complète. Donc la personne était 3 mois dans le même théâtre à faire ses meilleurs rôles. C'est plutôt dans les années 60, 70. Oui, mais est-ce que je suis en train de vous dire que les chanteurs des années 60, c'est exactement non, parce que je pense que ça a dû déjà changer dans les années 80. Oui, mais moi je parle de ceux qui parlent des grandes années du bel canto des années 60. Oui, c'est ça, ouais. C'est de ça que je parle. Donc maintenant, il n'y a plus... C'est vraiment, les voyages se font plus rapidement, il faut gérer les décalages horaires d'une manière plus rapide. Avant, c'est vrai. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des chanteurs magnifiques. Je ne m'écris pas là-dedans, je parle pas. Non, mais je veux dire, je trouve qu'il y a des artistes formidables. Il faut juste les laisser croître. Voilà. Mais puis aussi, il faut leur donner l'espace d'être. Mais ça, c'est vrai que pour le bel canto, là, ça demande beaucoup d'amour et de délicatesse, je trouve, pour que ça soit vivant. Oui. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous voudriez faire? Vous n'avez pas fait encore un rôle dont vous rêvez?
il y en a, mais je les garde parce que j'espère que je sais pas. C'est pas à peu près. Non, mais il me reste un rêve que je peux dire que c'est le seul théâtre où j'ai pas encore chanté, c'est Bayreuth. Ah oui, mais justement, j'ai pas osé Ça, demander. c'est mon rêve de jeune fille. Et dans quoi? Donc, je vais vous dire n'importe quoi. En fait, non, je prendrais le petit oiseau. Oui, je prendrais n'importe quoi, je vous dis, là, non, mais j'ai... Fafner. Une orgue, ou bien Flosshilde. Non, vraiment, c'est vraiment... ça, c'est un de mes rêves. Évidemment, faire Frika à Bayreuth, pour moi, ça serait... Ah oui. Ça serait... Ah non, mais bon, je prendrais Erda quand même, mais c'est drôle parce qu'en fait, Erda, en fait, c'est drôle, je chante... Dramatiquement, c'est moins intéressant. Non, mais scéniquement en plus. C'est pour la comédienne, c'est moins agréable. Bah oui, c'est ça. Hein. Mais par contre, je sens que ça rend les gens heureux quand je fais cette scène-là. Pour le faire sur scène, c'est pour la version. Erda? Oui, je sens qu'Erda, je rends les gens heureux. Mais moi... Ah non, on attend toujours Marie-Nicole Lemieux de toute façon, hein, c'est pas... Ah ouais. C'est un peu, même quand quelque chose, on l'attend, quoi. Là, je vous mettais de la pression. Non, mais c'est ça, mais on n'attend même pas en se disant est-ce qu'il va y arriver ou pas, on est content. Oui, non, c'est ça, mais c'est ça, en fait, c'est ça. Ben, merci. Mais tout ça, c'est parce que c'est à cause de la bonne humeur, de la passion. C'est voilà, la passion qui fait que... C'est sûr que quand je suis sur scène, je donne tout, quoi. J'arrive avec les sentiments que j'ai, puis voilà, donc je donne tout, puis c'est-à-dire que même s'il y a des journées où je me sens pas dans le même esprit que la représentation d'avant, je l'utilise. Ben oui. Donc ça veut dire qu'à chaque soir que je chante, c'est différent parce que j'utilise tout ce que je vis pour le donner. Et pour moi, c'est très important d'avoir un partage d'émotions. Même dans un petit rôle, dans un grand rôle, en concert, au récital, à l'opéra, l'ouverture, puis le partage avec... J'essaie toujours d'être consciente de la dernière personne dans le théâtre. Je veux vraiment, oui, pour qu'ils sentent ce que je veux dire, tu sais. C'est super important pour moi. Pareil avec les conférences. Oui, exactement. J'essaie de guetter les regards. Oui. Parce qu'il n'y en a pas un qui dort. Oui, c'est ça. Ouais, tous. Moi, j'ai fait plusieurs romans où j'ai fait... en fait, j'ai fait venir... J'en ai fait un où j'ai fait venir Berlioz ressuscité au XXe siècle. C'est vrai. Ouais, je me suis amusée. Ouais. Et un autre où j'ai fait venir mes personnages pour rencontrer Berlioz, Offenbach et Wagner. C'est marrant. Et si vous aviez une machine à remonter le temps, vous iriez voir qui? Je me pose toujours la question. On peut même faire plusieurs voyages. Ok. Là, je pense que, là, après avoir dit des choses sur Manon, je pense que j'aurais été... Je pense que moi et Massenet, on aurait été amoureux. Massenet? Ah oui? Oui. Je sais pas, quand j'écoute ça, quand je chante sa musique, j'ai fait des expressions lyriques, j'ai chanté évidemment Werther, que j'adore, Hérodiade. C'est un compositeur que j'adore. J'aime vraiment Massenet, j'ai fait l'intégrale de ses mélodies. Et je le chante et je me dis, mais oui, mais c'est comme si on était... Je me suis dit, je pense qu'on aurait été amoureux tous les deux. J'aurais aimé ça, juste rencontrer pour voir si on aurait été amoureux. Et la personne que j'aurais voulu voir, mais juste être assise à côté de lui, c'est mal. Ah oui? Je pense pas qu'il m'aurait aimé, mais c'est pas grave. J'ai une fascination pour cette personne. Pas Beethoven, alors. Ah non, il aurait été horrible. Ah bon? Mais il était pas gentil, puis ni Wagner. Oh non. Parce que je pense que je devais être assez facile. Si j'avais côtoyé, je pense que j'aurais jamais chanté. Mais voilà. Berlioz, moi j'aimerais bien. Ah, Berlioz. J'avais quelque chose à rencontrer. Oui, il m'aurait fait peur. Peut-être. Oh, peut-être pas quand il était jeune. Après, peut-être quand il était... Et Bach, non? Pas Bach. Non. Ah, Bach. C'est un autre monde. Oui, c'est un autre... oui. Non, mais je... Mais ça, je suis... Vous savez, je m'amenais Bach, mais je veux juste dire que c'est... Je considère que je suis chanceuse parce que, en tant que voix grave, j'ai la chance de pouvoir le faire, de le chanter. Je considère que c'est un honneur à chaque fois. J'aurais quand même aimé rencontrer Vivaldi. Là. Ah oui? Oui,
lui, Tu j'aurais sais aimé toujours à venir, ça. le petit prêtre roule avec Anna Giraud. Là, je pense que j'aurais aimé ça. Elle Et- devait être ça. Elle devait être plutôt sympathique, non? Non, je pense Pareil pas. qu'il faisait des grands repas. Oui, non, moi, Verdi, j'aurais aimé le rencontrer. Ah oui, Verdi. Ouais. Je sais pas. Ah oui? Il dit qu'il était sympathique. Je sais pas, mais J'arrive pas à le cerner. j'aurais voulu être, moi, j'aurais voulu être la petite abeille, le voir travailler. Verdi. J'aurais aimé, oui, le voir travailler. Parce que sa façon de composer, et cette connaissance de la voix, là, c'est impressionnant. Oui. Ouais, moi, j'aurais aimé être dans sa tête. Dans sa tête. Ouais. Et prendre des coups avec Mozart. Ça, j'aurais aimé ça. Des coups avec Mozart. Pourquoi? Parce que c'est un fêteur-né. C'est un fêteur-né, c'est connu. Mozart, c'était l'essence de la fête totale. Ah, moi, là, j'aurais mangé des caisses de créneaux et bu des coups avec Mozart. On aurait du fun en Mais c'est ce que je disais, mais je pense que. Il aurait fini sur mes genoux. Handel aussi, il était assez fait. Ouais, mais il est moins sympathique. Ouais, c'est vrai. Puis là, Mozart, je pense que ce serait comme un petit garçon. C'est comme mon enfant. Hein? Non, j'aurais beaucoup aimé prendre un dîner avec Haydn. ah oui, ça Il devait paraît être qu'il classe. était très. Mais bon, Il était très très gentil. En plus. oui, oui, il y a beaucoup d'humour. C'est. Oui. Ouais. Et Monteverdi, quand même, me rencontrer aussi. Ouais, quand même. Ça peut être. Là, il y a beaucoup de monde à Cancan. Ah ouais, mais on va être obligé de faire un voyage sur plusieurs siècles. C'est ça. Je pense que je me serais pas bien entendue avec Saint-Saëns. Ah bon? Non. Pourtant il m'a écrit des partitions sublimes pour ma voix, mais je pense que comme personne, il était très complexe. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, c'est drôle, mais... Pauline Viardot, pareil qu'elle était. Oui, ça, j'avais... Oui. Ben, ne serait-ce que pour parler de sa sœur. Ben voilà. Non, mais c'est parce que... Et de son père, en fait, moi, j'aurais voulu rencontrer son père. Parce que... Et son frère, qui était professeur de chant aussi. Oui, mais c'était... Son père, qui C'est était son père, le créateur de la du Barreau de Séville. Oui, mais c'était lui le professeur de chant aussi. Mais non, je crois que c'est le frère. Mais non, ah oui, parce que... Enfin, le père aussi était Parce que celui qui a fait des écrits sur le chant. donc, il a hérité de son père parce que les filles ont vraiment se sont formées avec leur père. Mais celui qui ensuite a fait des D'accord. écrits Je sur croyais que c'était leur chant, père. c'est le frère. Ok. Oui, ben ça, Il oui. s'appelle Manuel Garcia. Voilà, ok, ah, c'est pour ça. Donc oui, Donc ils vont rencontrer tout le monde. oui, Toute exactement. la famille. Rencontrer aussi... j'aurais aimé ça rencontrer Birgit Nilsson. Ah oui? Ouais, et puis Kirsten Schiflagstadt. Les grandes wagnériennes, ça j'aurais aimé beaucoup. Et ça c'est un drame, c'est la vie, mais ma seule tristesse c'est de ne jamais avoir fait de la musique avec Claudia Abbado. Ça et puis Claire aussi, mais surtout Abbado, c'était, ça n'a jamais, les étoiles se sont jamais alignées. Et ça c'est une tristesse parce que pour moi c'est des musiciens qui touchent à l'éternité comme ça, il y en a très peu. Et ça me touche. Bon, ben, il va falloir préparer la machine à monter. En même temps, c'est... Dieu merci, ils ont écrit et ils ont composé. Oui. C'est pour ça. Donc, en fait, nous, c'est ça qui est génial parce qu'on a accès à leur jardin intérieur. Et probablement que c'était des gens qui n'étaient pas du tout comme on les attend. Mais on a accès à leur âme directement. Et c'est assez touchant, ça. Sinon, ouais. En fait, on n'a jamais fini de les découvrir. Oui. On n'a même pas parlé de Schumann, en plus. Oui, reste au Oui. sujet. Oui, Et ce cher petit Schubert. Ah oui, voilà, exactement. Je pensais à lui, oui. Un rôle que j'aimerais particulièrement faire parce que j'aimerais beaucoup refaire du Seicento. Pénélope, dans le Retour d'Ulysse aussi, c'est un projet qui devait se faire, qui a avorté. Après, il est revenu, j'étais pas disponible. Donc, la musique du Seicento, pour moi, c'est une grande passion parce que le Seicento, c'est du théâtre musical. Et c'est exactement, mais tout c'est aussi les Cesti, tout ça, pas Cesti, Strozzi, tout ça, c'est Cavalli, c'est du théâtre musical. C'est vraiment la parole qui est directement avec le texte, et là il faut que tu joues. Et ça là,
ça me fait frémir. Donc, ben, j'aimerais ça peut-être, voilà, parce que je devais faire Néron aussi. Mais la pandémie a fait que ça a été annulé. Je frémissais d'impatience de faire ce rôle-là avec Anne-Catherine Gillet. Puis, la voix, oui, ben oui, quand j'ai commencé, c'était un caramel, la voix, on dit toujours que c'est un caramel, la voix. Mon caramel était très épais, il était comme ça, là. C'était beau, mais c'était très court. Et donc, puis, il y avait une ligne, il y avait les gâteaux, mais moi, je voulais plus. Donc, la voix, voilà, a pris aussi de l'amplitude aussi, beaucoup plus de lumière, parce que moi, j'ai toujours cherché la lumière. Contrairement à l'idée qu'une voix doit s'obscurcir, c'est le contraire. En fait, la lumière et la santé de la voix, la lumière porte. C'est la lumière qui fait qu'on passe par-dessus l'orchestre. Oui. C'est pas le fait d'avoir des couleurs sombres. Donc, j'ai toujours travaillé ça. Donc, la voix a pris de l'amplitude, je veux dire de la résonance. Et puis voilà, la montée, hein, voilà. J'aime parce que je l'entretiens. Je l'entretiens très fort. Je cherche toujours à améliorer, puis aussi à accepter. Parce que voilà, je prends de l'âge, comme tout le monde. Et voilà, la voix m'emmène dans des endroits où, tu sais, c'est comme un... Maintenant, je suis en plus en paix avec elle. Avant, c'était compliqué. Ma voix me faisait toujours peur. Ah oui? Ouais. C'est vrai. Donc, c'est une plénitude. Par exemple, le final... à chaque fois, je me dis, le final des Chants de la Terre, de la Pchit. Quand là, il y a le dérive et puis là, c'est blunt auf Himmels, puis là, ça dit, il y a du bleu partout. Puis là, tu chantes un sol, puis là, le corps, moi, quand je le fais, là, c'est mon libesto. C'est vraiment, je vibre de partout. Et là, je sens là, que le son me rentre de partout. Non, c'est... puis en plus, ce que je raconte, c'est l'adieu. C'est l'espérance de l'éternité. Alors, c'est des moments, là, à chaque fois, je me dis, merci, je ne peux pas croire que j'ai la chance de communiquer ça. C'est d'une plénitude. Je vais réécouter ça encore plus tard. Ben, écoutez, c'est un cadeau de la vie incroyable. Voilà. Magnifique. Alors, c'est Ravel le programme à venir, non? Oui. Dis-vous, rappelez-nous exactement. Alors, il va y avoir un changement de direction vocale. Oui. C'est ça, ce sera un programme dans le cadre de ma résidence à Radio France. Je vais faire un programme de musique de chambre pour Ravel avec des membres de l'Orchestre national de France. Donc, il va y avoir des mélodies populaires grecques, des extraits des chansons malgaches et des extraits de Scheherazade. Et puis après, je fais Scheherazade de Ravel avec l'Orchestre national de France, sous la direction de leur chef Mathieu. Voilà. C'est des Champs-Élysées, ça? La musique de chambre est à la Maison de la Radio France. C'est Scheherazade, c'est au Théâtre des Champs-Élysées. Tu fais beaucoup de projets pour la France, hein, c'est super. Oui, c'était bien. Et puis Orange cet été. Oui, puis il y a aussi l'Italienne à Alger en juin. Oui, ça c'est comme le mieux dans l'Italienne à Alger. Oui, pour moi c'est mythique. J'avoue que je suis un peu stressée parce que ça fait très longtemps. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait. C'est où ça? Au Théâtre des Champs-Élysées. Au TCE? Mois de juin. Mois de juin. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait, puis on va voir si j'ai encore ce qu'il faut. Mais oui. Je suis pas sûre que ce sera peut-être ma dernière fois. Je vais faire mes adieux au rôle. Non, mais ben, on sait pas comment la vie, donc quand je fais des rôles comme ça, je les fais comme si c'est pour la dernière fois, donc voilà. C'est tout donné. Exactement. Ben, merci beaucoup. Merci à vous, Juliane. Bavard comme tout, c'est un bonheur. Merci, oui, je parle. Très intense. Et puis quand on parle musique, oui, le temps passe, on s'ennuie jamais. Bon, ben à bientôt alors. Merci. Au revoir.